Bonjour, nous vous souhaitons à tous la bienvenue à ce webinaire intitulé Au volant, sur le chantier, la sécurité, c'est ma priorité. Nous sommes ravis d'animer pour vous ce webinaire durant 30 minutes. Il est destiné aux compagnons qui travaillent sur les chantiers du BTP. C'est la Fédération française du bâtiment qui organise la semaine de la prévention au niveau national depuis 17 ans. Et ces webinaires réunissent toutes les régions de France. Je m'appelle Cyril Boissy, je suis le conseiller en prévention à l'OPP BTP dans le département de l'Allier, l'organisme de professionnels de prévention du bâtiment et des travaux publics. Et je suis accompagné de ma collègue Mélissa Djaé, à qui je donne la parole. Bonjour à toutes et à tous, Mélissa Djaé, conseillère en prévention à l'OPP BTP pour l'Île-de-France. Et nous sommes également accompagnés de Quentin qui va se présenter. Bonjour à toutes et à tous, je suis Quentin Micoulot, préventeur au SRAS BTP, qui est un service de prévention et de santé au travail, autrement dit la médecine du travail, et je travaille en Occitanie. Très bien, merci. Ce webinaire va traiter de plusieurs sujets, le risque routier, les troubles musculo-squelettiques et l'hygiène, et enfin les addictions. Alors donc, pour chacun de ces sujets, nous allons à tour de rôle vous communiquer des informations pratiques sur le risque et aussi, surtout, comment vous devez agir. Nous vous poserons également des questions auxquelles vous pourrez répondre, soit de manière collective, ou bien dans la salle où vous êtes, ou bien sur des fenêtres de sondage qui s'ouvriront lors des questions. Donc attention, il est possible qu'il y ait plusieurs bonnes réponses. Donc, durant ce webinaire, si jamais vous rencontrez un problème technique comme un problème de connexion, de son ou d'image, vous pouvez cliquer sur l'onglet qui apparaît sur le point d'interrogation. Et à ce moment-là, vous serez aidé par Alga, un opérateur de la plateforme technique. Mélissa, elle, va se charger de toutes les questions liées au sujet qui est présenté et puis vous remettra un certain nombre de liens et de solutions, de documents, de vidéos à partir du chat. Voilà, maintenant nous pouvons commencer. Donc, au volant, la sécurité, c'est aussi votre priorité. Eh bien oui, en effet, nous allons aborder les risques lorsqu'on est au volant avec les solutions pratiques, simples pour s'améliorer. Le risque routier, c'est un risque très important dans le BTP. D'ailleurs, quelle que soit votre activité, le métier, vous êtes tous les jours sur la route. Et vous êtes tous acteurs en tant que compagnons pour agir et prévenir des risques routiers dans votre entreprise. Pour aller sur le chantier ou au bureau, on est bien souvent sur la route. Et qu'il y ait beaucoup de rendez-vous, de la pluie, qu'un véhicule ait pris trop de temps à être chargé ou que de grands déplacements pour aller et revenir s'imposent, au bout du compte, si c'est l'entreprise qui est au volant, c'est vous qui conduisez. Alors, comment gérer au mieux les déplacements professionnels? D'abord, c'est organiser ses itinéraires et les calculer pour faire des pauses. C'est toujours vérifier le bon état de son véhicule, connaître son chargement et bien l'arrimer. Et dans tous les cas, on respecte le code de la route. Pas de portable au volant et on adopte toujours les bons gestes. Et oui, malheureusement, le risque routier fait partie de votre quotidien dans le BTP, que ce soit lors de vos trajets du domicile donc au travail ou lors des déplacements sur vos chantiers, mais aussi lorsque vous chargez et vous déchargez votre véhicule. Donc, les causes des accidents sont nombreuses. Par exemple, des véhicules peuvent être en mauvais état, ou bien vous utilisez le téléphone au volant, ou bien des fois on est fatigué, ou les charges peuvent être mal arrimées. Donc, malheureusement, ce risque est sous-estimé dans le BTP. Pourtant, toute profession confondue, c'est la route qui est la première cause d'accident mortel au travail. Mais quelles sont donc les solutions? Donc, vous allez voir, Mélissa va vous mettre dans la partie commentaire un lien vers cette vidéo si vous souhaitez la réutiliser. Alors, nous vous proposons de regarder une deuxième vidéo de 30 secondes.
Et comme on vient de le voir, c'est bien vous qui contribuez à réduire les risques en prenant soin tout d'abord de votre état de véhicule avant de vous déplacer. Mais c'est aussi à votre encadrement d'agir sur la gestion de vos trajets, c'est-à-dire organiser votre travail avec une bonne préparation de chantier, afin de vous éviter un grand nombre d'allers-retours entre l'atelier, par exemple, les fournisseurs et le chantier. Donc, votre encadrement doit optimiser vos parcours et ainsi inciter au covoiturage entre vous. Ils doivent aussi identifier des points de restauration qui sont à proximité de votre lieu de travail. Vous devez les connaître, les appliquer, toutes ces mesures d'organisation prévues par votre encadrement. Et dès que vous êtes au volant de votre véhicule, vous êtes pénalement responsable de votre conduite, de votre chargement également, donc de l'état de votre véhicule. Et puis, chaque fois que vous faites une entorse au code de la route, c'est la même chose, que ce soit pour une vitesse excessive ou bien une consommation d'alcool. Donc là, c'est une partie sur le contrôle de votre véhicule. Donc avant le départ, c'est quelque chose que vous devez faire. Vous devez aussi vous assurer d'avoir les papiers dans votre véhicule à l'intérieur et puis avoir un kit d'équipement en cas de panne, c'est-à-dire avec un gilet, avec un triangle dans chacun de vos véhicules. Assurez-vous aussi que vos feux fonctionnent, que les pneus sont en bon état et puis adaptés à la saison avec la réglementation. Vous devez vous assurer enfin que le chargement soit bien arrimé et que le véhicule ne soit pas en surcharge. Donc, il est donc de votre devoir d'ailleurs de signaler chaque fois que vous avez un dysfonctionnement à votre encadrement et vous devez également vous assurer que les réparations ont bien été réalisées. Sachez d'ailleurs qu'un accident sur 6 est dû à un mauvais état du véhicule. Les opérations de chargement sont des phases à risque. Voilà, comme on le voit sur la première photo, on peut voir un compagnon qui utilise une potence de levage. Cela lui permet de réduire les risques de manutention manuelle, bien entendu, mais aussi le risque de renversement de ce matériel lorsqu'il va le charger ou le décharger. Donc, lors du chargement, vous devez connaître la charge utile de votre véhicule, c'est-à-dire la masse maximum qu'il est possible de charger. Vous devez donc connaître le poids de chaque élément à charger, les différences techniques d'arrimage et surtout les solutions pour fixer correctement les charges. Et en cas de freinage brusque, le chargement de votre véhicule ne doit pas être déséquilibré. Donc pour cela, l'OPP propose une sensibilisation ou bien une formation d'une journée sur le chargement et l'arrimage des charges pouvant être faites avec vos propres équipements. Alors, comme on peut le voir sur les photos, les opérations de déchargement sont également des phases à risque. Donc, on a le risque, bien entendu, de chute de hauteur qui est important lors du déchargement, car si vous êtes amené à monter sur le camion ou sur le toit de votre véhicule pour décharger votre matériel, donc afin d'éviter et de réduire ce risque-là de chute de hauteur, il existe des solutions, comme on le voit avec cette plateforme de déchargement. Et il existe aussi des équipements qui vous permettent de fixer les échelles sans monter sur le toit de votre véhicule. Donc, de plus, il y a un risque de heurt entre les piétons et les engins sur le chantier, qui est assez courant. Donc, comme le montre la photo, il est nécessaire qu'une personne soit en charge de guider les manœuvres de l'engin de chantier. Et pour cela, il faut qu'il y ait un signaleur qui connaisse bien les 10 gestes pour guider le conducteur lorsqu'il manœuvre. Voilà. C'est pour ça que Mélissa va vous remettre des liens dans la partie de chat avec, par exemple, l'affiche pour guider les engins de chantier. Alors, je vous propose de regarder une dernière vidéo de 30 secondes sur cette partie arrimage. Alors, l'arrimage peut avoir de lourdes conséquences si le matériel tombe sur la route ou si la charge se déséquilibre et bien même à déséquilibrer le véhicule. En fait, l'arrimage consiste à immobiliser une charge sur un véhicule. Pour cela, il faut utiliser les bons dispositifs tels que des sangles ou bien des chaînes ou des barres de maintien. Et puis, vous devez utiliser le véhicule qui est adapté aux charges ou aux engins à transporter. Puis, vous devez vérifier le poids de la charge à transporter ainsi que son centre de gravité.
Vous devez répartir le chargement sur le véhicule. Vous devez aussi choisir une méthode d'arrimage la plus adaptée. Nettoyer le plateau, par exemple, enlever toute trace de sable ou de boue ou d'huile qu'il peut y avoir dans votre véhicule. Vous pouvez utiliser des tapis anti-glisse sous le chargement, ce qui favorisera le frottement. Et puis, vous pouvez également utiliser des films étirables ou des cerclages pour maintenir les matériaux sur la palette. Et puis, on a aussi des sangles qui permettent de protéger avec des accessoires dédiés les arêtes vives. Et vous ne devez pas dépasser la charge maximum autorisée par l'ensemble du véhicule. Mélissa vous remet quelques liens dans la partie de chat. L'arrimage, on va voir 3 exemples sur l'arrimage. Donc, le premier en utilisant une sangle qui permet bien sûr de plaquer la charge au sol sur un support en bois pour éviter les glissements. Le deuxième en utilisant un tendeur à chaîne à cliquer. Et le troisième en arrimant la charge sur un anneau dédié sur le véhicule. Oui, en effet, il est important que vos véhicules aient des points de fixation permettant d'arrimer efficacement l'ensemble de vos chargements. Voici, nous allons voir donc la question. Je vous laisse quelques secondes pour y répondre. Par combien est multiplié le risque d'accident de la route lorsque je téléphone en conduisant? Selon vous, le risque est multiplié par 2, ou bien par 3, ou bien réponse 3, par 8. Je vous laisse y répondre. Donc là, ça s'affiche sur l'écran, ou bien en main levée si vous êtes en salle, pour avoir 1, 2 ou 3. Et puis la régie s'occupe de vous transmettre les résultats. Donc, bien sûr, vous le savez, le téléphone au volant augmente le temps de réaction et il est d'ailleurs interdit au volant. On a du mal aussi à garder les distances de sécurité et à maintenir une vitesse adaptée. Durant les phases de conduite, d'ailleurs, on vous propose plutôt de désactiver votre téléphone pour ne pas être tenté d'y répondre et de rediriger automatiquement les appels entrants vers une messagerie. Ça peut être aussi une bonne idée. Eh bien, la réponse attendue était le risque est multiplié par 3. Merci à tous d'avoir répondu. Et le chiffre, il faut savoir qu'il passe même jusqu'à 23 en cas de lecture d'un SMS. Donc, c'est vraiment énorme lorsqu'on va lire un SMS au téléphone. Et surtout en conduisant. Donc, je laisse la parole maintenant à Quentin des services de santé pour la deuxième partie de ce thème. Merci Cyril pour toutes ces informations. Donc maintenant, après la route, nous allons voir que sur le chantier, la sécurité, c'est aussi votre priorité. Alors, nous allons donc d'abord parler donc de TMS pour troubles musculo-squelettiques. Et pour introduire ce sujet, je vous propose de visionner cette courte vidéo. Ce qui plaît beaucoup dans nos métiers, c'est qu'il y a du boulot, du grand air et l'esprit d'équipe. Et puis, on compte vraiment sur vous, tout le temps, même quand c'est parfois lourd, répétitif et inconfortable. Dans ces cas-là, on peut ressentir une petite gêne physique qui risque d'empirer si on ne la considère pas. Oui, ce n'est pas parce qu'on travaille qu'on doit forcément avoir mal. En réalité, si on a mal, c'est qu'il y a un problème et qu'il faut s'en occuper. Alors on s'organise. On supprime ou on limite au maximum les manutentions manuelles et on met à disposition des outils d'aide. On se protège avec de courtes pauses lorsque le geste est répété et avec tous les EPI. Et on adapte son poste de travail. Alors, si on mettait tout ça en place avant d'avoir mal? Voilà, alors donc comme vous avez pu le voir, beaucoup de gestes simples de votre quotidien sollicitent les membres et le dos, que ce soit sur chantier ou en atelier. Ces manutations manuelles souvent répétitives, que ce soit pour le couvreur qui pose des tuiles, le démolisseur qui utilise un marteau-piqueur ou le peintre qui intervient en plafond. Donc ces manutations peuvent dans de nombreuses situations vous confronter au risque d'atteinte musculaire et articulaire. Lorsqu'on parle de ces troubles, il est important de comprendre qu'ils peuvent survenir à cause de plusieurs facteurs.
Certains de ces facteurs peuvent les déclencher, d'autres les aggraver, et c'est souvent difficile à distinguer. Il est très rare qu'un trouble musculo-squelettique n'ait qu'une cause unique. Plusieurs facteurs conduisent à développer des troubles musculo-squelettiques et cela d'une façon différente d'un individu à un autre, hein, bien sûr. Par exemple, deux compagnons qui font le même travail peuvent développer des troubles différents, donc il est important de considérer la sensibilité de chacun. Donc, sur cette diapositive, je vous propose qu'on regarde ensemble, quelques exemples, hein, de différents facteurs, hein, pouvant conduire à des troubles musculo-squelettiques. Dans un premier temps, vous avez les postures, contraignantes, hein, qu'on observe ici, par exemple, sur, le plaquiste qui découpe une plaque au sol ou le ferrailleur. Également les gestes, répétés, hein, lors de la pose d'enduit ou d'application de peinture, sur les murs ou en plafond. Vous avez les efforts physiques intenses aussi lors de la manutention de charges lourdes, hein, comme le déplacement d'une poutre, en charpente. Et enfin donc les vibrations, mécaniques lors de l'utilisation d'outillages portatifs comme un malaxeur ou un burineur. Hem, Nous vous mettons dans le chat, un lien vers, une courte vidéo à ce sujet, également le sujet des vibrations mécaniques. Donc, un trouble musculo-squelettique, concrètement, c'est quoi? C'est un trouble de l'appareil locomoteur pour lequel l'activité professionnelle peut jouer un rôle dans l'apparition, le maintien ou l'aggravation. Les TMS affectent principalement les muscles, les tendons et les nerfs, c'est-à-dire les tissus mous. Les régions corporelles concernées sont principalement le cou, les épaules et les poignets. Les TMS des membres inférieurs sont plus rares et concernent principalement les genoux. Donc les TMS sont de loin les maladies professionnelles reconnues les plus fréquentes. Ils sont le résultat de la combinaison de multiples causes liées au poste de travail, à son environnement, à l'organisation du travail, à l'âge et à l'état de santé du compagnon. Donc pour vous donner quelques exemples, vous pouvez avoir la lombalgie qui apparaît chez un maçon, hein, par rapport au port de charges lourdes et aux postures contraignantes, tendinite de la coiffe des rotateurs au niveau des épaules par rapport au peintre en bâtiment, le travail en hauteur et les bras au-dessus du corps. Le syndrome du canal carpien chez le carreleur, dû aux gestes répétitifs, à l'utilisation d'outils vibrants. L'épicondylique ou le tennis elbow chez le charpentier avec, les manipulations d'outils à main et les postures sollicitant les coudes. Et enfin la gonarthrose par exemple, qui est une arthrose du genou chez le plombier avec des positions, accroupies prolongées. Dans le chat, nous vous mettons un lien vers amélie.fr qui est le site de l'assurance, maladie pour développer sur ce sujet en particulier des troubles musculo-squelettiques. Alors maintenant que nous savons ce qu'est un TMS, l'idée c'est de savoir comment agir à votre échelle. Donc dans un premier temps, vous pouvez agir sur l'organisation du travail et notamment au travers de modes opératoires. Pour rappel, un mode opératoire, qu'est-ce que c'est? C'est un document technique qui précise pardon, l'ordonnancement des tâches, les moyens techniques et les mesures de sécurité et contrôle mises en œuvre. Ils doivent être spécifiquement adaptés à la tâche à effectuer, au matériel utilisé et aux compétences des salariés. Ils sont à ajuster en fonction des chantiers. Donc vous, en tant qu'exécutant, vous connaissez le métier et les différentes contraintes parfois invisibles pour les autres. Donc c'est très important de participer à l'élaboration de ces documents et alerter vos responsables hiérarchiques pour les modifier ou les faire évoluer lorsqu'ils ne sont plus compatibles avec la situation de travail, hein. Pensez aussi à agir sur votre environnement de travail. Essayez de réduire au maximum les postures contraignantes en travaillant en hauteur, hein, par exemple avec un plan de travail, comme on le voit là sur la photo de gauche. Raccourcissez les parcours de manutention en rapprochant les stocks de matériaux au plus près des postes de travail et dégagez les accès et aménagez votre poste de travail. Faites-vous de la place pour travailler à l'aise. Vous avez aussi la possibilité, d'utiliser les moyens à votre disposition, hein, et notamment donc les moyens de manutention. Donc pour les gros levages, vous pouvez utiliser des grues, des convoyeurs, utiliser les élingues qui vont, avec. Vous avez aussi des aides, à la manutention comme, des transpalettes, des lève-plaques, des ventouses de vitrier ou des brouettes avec, assistance électrique ou roue directionnelle. Donc, nous sommes conscients que l'utilisation de certains de ces nouveaux outils sous-entend parfois la modification de vos pratiques et de vos habitudes de travail. Mais néanmoins, prenez le temps d'envisager, ce changement. Ces outils ont été étudiés pour vous permettre de travailler en sécurité et de préserver votre santé. Et n'oubliez pas que votre santé doit être aussi votre priorité. Donc pour conclure sur ce sujet, je vous propose une petite question. Les troubles musculo-squelettiques sont-ils uniquement liés au port de charges lourdes? Vous pouvez répondre par oui ou par non. Voilà, on va vous laisser, quelques minutes. Donc rappelez-vous, tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, hein, la réponse a bien évidemment été évoquée.
Je vous laisse quelques secondes pour répondre, que vous soyez en salle ou, ou en individuel. Les réponses devraient bientôt s'afficher. Alors, vous avez répondu tout juste. Donc, effectivement, les troubles musculo-squelettiques ne sont pas uniquement liés au port de charge lourde, hein. Vous l'avez compris, c'est multifactoriel. Donc, le travail en position statique, le port de charge lourde, évidemment, l'exposition aux vibrations sont des facteurs qui contribuent à l'apparition de TMS. L'environnement de travail joue également un rôle important. Et enfin, le temps de repos aussi, hein, du salarié impacte directement le corps et donc peut contribuer à réduire ou au contraire à accentuer ces troubles musculo-squelettiques. Je laisse la parole à Cyril pour le sujet suivant. Et oui, nous allons maintenant aborder le sujet de l'hygiène sur vos chantiers. Donc, nous allons regarder une vidéo d'1 minute. Et si on parlait d'hygiène dans le BTP? Parce que sur les chantiers, comme dans les ateliers ou les bureaux, on a besoin d'accéder à un point d'eau, à des toilettes, à un vestiaire avec douche, et de déjeuner dans des réfectoires adaptés. On est amené à se salir, à transpirer, à avoir besoin de se laver régulièrement les mains, et de disposer de toilettes, car on est à son poste toute la journée. Normal? Eh bien non. Aujourd'hui, ces équipements sont trop souvent absents, incomplets, peu ou pas entretenus. Pourtant, au travail, la règle est claire. On prend soin de sa santé, on se lave les mains régulièrement, on utilise les toilettes à disposition et on les laisse propres, on se change et si besoin, on se douche sur le chantier pour ne pas salir sa voiture et ramener les souillures chez soi. Allez, on est tous d'accord pour se dire que c'est ça ce qui est normal. Voilà, l'hygiène sur les chantiers dans le BTP concerne l'encadrement, mais aussi les compagnons. Donc, quel que soit le chantier, l'encadrement doit mettre à disposition des sanitaires, des vestiaires, organiser le lieu de restauration, soit en mettant en place une base vie ou en utilisant les installations existantes. Donc, en tant que compagnon, vous devez prendre soin, donc, comme on vient de le voir, de se laver les mains avant les pauses repas et puis avant de rentrer chez vous. Et puis de maintenir propre l'ensemble des espaces vestiaires, l'espace repas, sanitaire, votre véhicule bien entendu. Et vous devez changer vos vêtements avant de rentrer à votre domicile. Donc Mélissa vous propose un kit complet dans la partie chat sur les bonnes pratiques d'hygiène, une affiche et même les obligations de l'employeur. Donc voilà la dernière question. Donc pour terminer cette thématique, donc l'hygiène sur les chantiers dépend du salarié ou de l'employeur? À vous de jouer. Donc comme le rappelle le code du travail, hein, comme je vous le rappelle, c'est que sur tous les chantiers du BTP, quelle que soit la durée d'ailleurs, hein, l'employeur doit mettre à disposition de ses salariés un toilette et un point d'eau. De quoi pouvoir se changer aussi un vestiaire et si le travail le nécessite, une douche. Et puis, vous devez pouvoir déjeuner, bien entendu, dans des locaux adaptés. Donc, et c'est à vous de maintenir en propreté l'ensemble de ces installations de chantier. Donc, effectivement, il y avait deux bonnes réponses, hein, ça dépend du salarié et également de l'employeur qui doivent maintenir et avoir un rôle à jouer pour ces installations d'hygiène. Pour cette partie, je donne la parole à Quentin. Merci Cyril. Donc vous l'avez compris, nous allons maintenant aborder le sujet des pratiques addictives, hein, qui est un sujet un petit peu plus délicat, mais tout aussi en lien direct avec la prévention. Voilà, ces pratiques peuvent influer directement sur votre comportement, sur la perception du risque et sur la mise en place des mesures de prévention. Donc il existe de nombreuses pratiques addictives, hein, toutes ne sont pas liées à la consommation de produits. Vous le voyez ici, il y a aussi l'addiction par exemple aux jeux, au sport ou même au smartphone, hein. Donc lorsqu'on parle de pratiques addictives, on peut distinguer 3 niveaux. Vous avez l'usage simple, qui est une pratique occasionnelle qui met
engendre pas de problème à court terme, l'usage nocif, l'abus, la pratique répétée qui est responsable de complications sur la santé et la vie sociale. Et enfin, le dernier niveau, la dépendance avec un effet de manque. Donc ces pratiques, ont évidemment des conséquences sur la vie privée avec, des conséquences financières, un surendettement, une rupture sociale, sur la santé avec de l'obésité, des troubles musculo-squelettiques, des troubles du sommeil ou un risque cardiovasculaire, mais également sur le plan professionnel avec, des relations professionnelles qui peuvent se dégrader, des augmentations des risques d'accidents, en lien avec une baisse de vigilance, un trouble de la personnalité, notamment avec une augmentation de l'agressivité, voire de la violence physique, une baisse du rendement, un risque routier, accentué avec donc la conduite, et des retards ou de l'absentéisme. Hem, on va un petit peu plus accentuer, ce sujet sur le cannabis, hein, qui est la drogue illicite la plus consommée en France. Les jeunes Français sont les plus gros consommateurs de cannabis en Europe, hein, selon l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Donc, pour rappel, le risque, d'être responsable d'un accident mortel est multiplié par 29 en cas de consommation conjointe d'alcool et de cannabis. Donc vous avez également plusieurs niveaux avec, le fumeur occasionnel qui va fumer, au moins une fois dans l'année, le fumeur régulier qui peut avoir jusqu'à 10 consommations dans le mois ou au moins une consommation par semaine, fumeur quotidien tous les jours et enfin le fumeur intensif et quotidien avec plusieurs usages par jour et tous les jours. Pour rappel, la puissance du THC, du cannabis séché a augmenté depuis les années 80 et est aujourd'hui 5 à 10 fois plus puissant qu'avant, donc la dépendance et les effets nocifs qui vont avec, le sont également. Donc au niveau de l'alcool, 10 des Français de 18 à 75 ans consommaient de l'alcool tous les jours en 2017. Voilà, pour rappel, le pour votre santé, l'alcool, c'est maximum 2 verres par jour et pas tous les jours. Donc quelques rappels réglementaires, dès 0,5 grammes par litre, de sang, donc soit 2 verres, doses de bar, ou 0,2 grammes par litre, pour les permis probatoires, vous êtes en infraction. Vous encourez une amende de 135 € et un retrait de 6 points sur votre permis de conduire ou une suspension de permis en cas de comparution au tribunal. Le deuxième niveau, si vous dépassez 0,8 grammes par litre ou 0,4 milligrammes par litre d'air expiré, il s'agit d'un délit et en plus du retrait, de 6 points au permis, les sanctions peuvent aller jusqu'à 4 500 € d'amende, une immobilisation du véhicule, 3 ans de suspension de permis, une obligation de suivre un stage de sensibilisation et voire même, 2 ans de prison. Donc pensez qu'au-delà des risques que vous prenez pour vous-même et pour vos collègues, vous prenez le risque de votre travail puisque souvent votre travail est lié à votre permis de conduire. Hem Donc au niveau de la prise de médicaments, hein, qui peut aussi être une pratique addictive, pensez à informer votre médecin traitant ou pharmacien de votre métier, hein, lorsqu'il va vous prescrire des médicaments. Consultez la notice et identifiez, les différents, pictogrammes, hein. Vous voyez, il y a 3 niveaux. Certains médicaments ne sont pas, compatibles et du tout, avec, la conduite. Alors donc qu'est-ce qu'on fait? Évidemment donc il faut en parler. Alors vous avez, à la fois donc la visite, avec un professionnel de santé chez votre médecin traitant, mais vous pouvez aussi le faire lors de la visite occasionnelle avec le médecin du travail, à la demande, du salarié. Pour rappel, pour rencontrer votre médecin du travail en dehors des visites obligatoires, vous avez la possibilité de demander cette visite à la demande du salarié, sans forcément en informer votre employeur. Les professionnels de santé, vont pouvoir vous écouter, vous proposer des outils d'évaluation, des brochures d'information et bien sûr des numéros utiles pour vous faire aider dans votre démarche. Enfin, le plus important, les services de prévention et de santé au travail sont soumis au secret médical et donc sont là pour, vous aider et vous accompagner. Question donc pour clore, cette thématique. Selon vous, les effets du cannabis consommé le samedi soir auront disparu de mon organisme avant la reprise du poste de travail le lundi matin? Donc vous pouvez répondre par oui ou par non. Voilà, rappelez-vous encore une fois tout ce qu'on a dit, donc sur les différents effets nocifs de ces pratiques addictives et donc je vous laisse répondre à cette question.
Les réponses devraient s'afficher. Et donc, vous avez tous répondu non. Donc, effectivement, vous avez raison. Les effets visibles donc, peuvent durer jusqu'à 10 heures et auront disparu le lundi matin pour les effets visibles, mais le THC reste dans le sang pendant 1 à 3 semaines, dans les urines pendant 7 à 30 jours et même dans les cheveux jusqu'à plusieurs mois. Pour rappel, les entreprises peuvent mettre en place des tests de dépistage, drogue et alcool, lorsque cela est prévu dans le règlement intérieur, et les salariés doivent s'y soumettre. On vous met un lien sur ce sujet dans le chat pour un petit peu plus d'informations. À remplir le questionnaire de satisfaction qui s'ouvre automatiquement. Vos retours nous aideront à nous améliorer. Vous pouvez voir également le programme de l'ensemble des webinaires de cette semaine de prévention qui sont programmés par la FFB. J'en profite de cette diapositive pour rappeler aux encadrants et aux chefs d'entreprise qui ont participé à ce webinaire qu'un bilan vous a été envoyé en vue de faire le point avec vos compagnons sur ce qu'il les a marqués, ce qu'ils ont pu retenir et ce qu'il est possible de mettre en place pour progresser dans votre entreprise. Voilà. Pendant que vous continuez de remplir le questionnaire de satisfaction, eh bien, les adhérents de la FFB recevront un lien pour les télécharger le support du webinaire et pourront obtenir une attestation de participation à ce webinaire via la fédération du département. Vous avez la possibilité aussi par la suite d'avoir le replay qui sera sur la chaîne YouTube de la FFB dans les prochaines semaines. Voilà. Eh bien, on vous dit un grand merci à tous pour votre participation. Nous espérons que cette session vous a été utile. Et puis, les services de prévention sont à votre disposition dans vos régions pour vous accompagner sur tous les sujets de prévention dans le BTP. Merci encore. Prenez soin de vous et de vos collègues et à bientôt. Merci à tous, à bientôt.